Bonjour mes amis, tous les jours nous utilisons des bus, des trains, des avions, des ascenseurs, des téléphériques et derrière il y a une armée de personnes qui font la maintenance. Si la maintenance se passe mal, ceci peut soit causer des dégâts sur les utilisateurs, voire sur les gens qui font la maintenance eux-mêmes. Par exemple, il y a très peu de temps, à peu près 15 jours, il y a un téléphérique qui s'est écrasé en Italie. Il arrivait à la station et à un moment donné, il a commencé à revenir en arrière. Il est parti à toute vitesse en arrière. Il passe par-dessus un pylône, il saute. C'est à ce moment-là qu'il se décroche du câble et il tombe en contrebas. 14 morts. Erreur de maintenance. Quelqu'un avait bricolé le système de frein avec des plaques qu'il avait boulonnées et tout ça. Voilà. 14 morts. 2015, il y a 4 gars aux Pays-Bas qui sont montés pour la maintenance d'une éolienne, une éolienne qui génère l'électricité. Elle a pris feu. Il y en a 2 qui ont réussi à s'échapper au début de l'incendie. Il y a 2 autres qui ont vu leur chemin bloqué. Ils sont restés très longtemps au-dessus de cette éolienne. Il y en a un qui a sauté, il a trouvé la mort, et un deuxième qui a été retrouvé mort au niveau de l'éolienne elle-même. Les pompiers locaux n'avaient rien pu faire, l'éolienne étant trop haute. Alors, le cas dont on va parler aujourd'hui, c'est un cas lié à l'aviation. Le pire crash qui a jamais eu lieu aux États-Unis, c'était le 25 mai 1979, le vol American Airlines 191. Ce dont on parle dans ces vidéos se passe dans un contexte aéronautique. Mais c'est valable partout. C'est valable que votre travail soit de réparer des trains ou réparer des pylônes électriques ou dans n'importe quel métier où on intervient sur de l'équipement. Les leçons à tirer de ces vidéos sont universelles. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est important à considérer. Les accidents d'avion sont des accidents collectifs. Ce n'est pas des accidents qui appartiennent à des individus. Ce n'est pas un technicien qui cause un accident. Ce n'est pas un pilote qui cause un accident. C'est une compagnie, c'est une organisation qui cause un incident. Même si le pilote, imaginons qu'un pilote cause un accident ou un mécanicien cause un accident parce que rétrospectivement il n'était pas bien formé. Oui, mais ce pilote ou ce mécanicien n'est pas arrivé de la rue puis il a commencé à travailler là. Il a été sélectionné, il a été entraîné, il a été accompagné. Donc c'est qu'au niveau de l'organisation, l'accompagnement s'est pas fait. Donc il faut toujours faire gaffe à ne pas jeter le blâme sur une personne en particulier. Dans le cas précis, quand une entreprise demande à des mécaniciens quelque chose, une entreprise aérienne, soit ils ne sont pas formés, donc l'entreprise aurait dû les former, ils ne sont pas outillés, ils n'ont pas les outils qu'il faut pour faire le travail qu'on leur demande, ou bien on leur demande un travail qui doit être réalisé dans des délais absolument irréalistes, et à ce moment-là, ils sont donc obligés de, on va dire, ne pas respecter les règles du métier, et puis faire le travail, parce que beaucoup de gens ne savent pas dire non. Beaucoup de gens travaillent sous pression opérationnelle et ne savent pas ou ne peuvent pas dire non à certaines situations. Alors, dans le cas précis, la genèse de cet accident commence au début de 1979. Il y a McDonnell Douglas qui demande aux opérateurs des DC-10 d'aller remplacer un certain nombre de paliers qu'il y a sur des réacteurs. Des paliers, c'est des sortes de bagues en métal à l'intérieur desquelles il y a une autre bague en métal qui bouge et ça permet d'accrocher un réacteur à la cellule ou à l'aile de l'avion tout en lui donnant un peu de liberté du jeu, mais sans trop. Ces paliers-là donnent certaines inquiétudes à McDonnell Douglas et puis pour plus de sûreté, il décide de demander aux opérateurs de les remplacer. Donc, comment est accroché un réacteur sur l'aile d'un avion? Alors, sur le DC-10, ça marche comme ceci. Il y a 3 principaux points d'accroche. Donc, il y a un pylône qui part de l'aile, donc il y a de l'aile. Il y a un pylône qui part de l'aile. Ce pylône est accroché par 3 gros boulons.
2 à l'avant, 1 à l'arrière. Le réacteur, quant à lui, s'accroche au pylône, aussi par 3 boulons. 2 à l'avant, 1 à l'arrière. En plus de ça, il y a une biellette de poussée, qui part de l'aile jusqu'au réacteur, et en fait, c'est celle-là qui va prendre sur elle la poussée du réacteur et la transmettre à l'aile. Les boulons que je viens de citer, au nombre de 6, 3 et 3, sont là pour soutenir surtout le réacteur, son poids et tout ça. Alors, quand on démonte un réacteur, il y a énormément de câbles électriques correspondant à des capteurs qu'il y a dans le réacteur, capteurs de pression, capteurs de température, capteurs de vibration, qui transmettent leur information au cockpit. Il y a évidemment les tubes de carburant qui vont alimenter le réacteur. Il y a des tubes d'air comprimé qui viennent du réacteur, parce que la cabine est pressurisée comment? L'air vient d'où? L'air est capturé au niveau du compresseur du réacteur. Donc, on capture l'air. Comment démarre-t-on le réacteur? Oh, un autre tube d'air encore, parce qu'on démarre un réacteur en envoyant de l'air comprimé dedans. Tube donc d'air. Il y a un alternateur au niveau du réacteur. Il alimente l'avion en électricité. Donc ça fait des câbles électriques qui remontent. Il y a quoi encore? Il y a une pompe hydraulique qui alimente les circuits hydrauliques. Donc ça fait quoi? Des tubes d'huile qui remontent. Donc en fait, à l'intérieur de cette structure qu'on appelle le pylône du réacteur, il y a énormément de servitudes. Sur le DC-10, elles sont au nombre de 79. Donc, les techniciens sont très embêtés, parce que le temps qui leur est imparti pour faire la maintenance ne leur permet pas de suivre les recommandations de McDonnell Douglas. McDonnell Douglas disent quoi? Disent démonter le réacteur du pylône. Donc vous laissez le pylône en place, l'avion il est là, vous démontez le réacteur, vous déposez le réacteur. Une fois que vous l'avez fait, vous déposez le pylône. Et vous démontez, bien sûr, vous débranchez toutes les servitudes. Après, quand vous remontez, vous faites le contraire. Placez d'abord le pylône, connectez les servitudes du pylône, et après, depuis le pylône, remontez le réacteur, connectez les servitudes. Les techniciens d'American Airlines n'ont pas envie de faire ça. Alors, ils développent une technique qui leur permet d'économiser 200 heures de travail. Ils font quoi? Ils décident de démonter le réacteur et le pylône en un seul bloc. Donc ils vont au niveau de l'aile, là où le pylône rejoint l'aile, ils démontent tout à ce niveau-là et ils déposent tout en bloc. Le réacteur, durant toute la maintenance, restera accroché au pylône. Le réacteur pèse à peu près 6 tonnes, le pylône 1 tonne, donc ils ont cet objet qui pèse 7 tonnes qu'ils démontent. Ils vont le démonter comment? Ils vont utiliser un chariot élévateur, un Ister 460B, qu'ils vont utiliser pour faire un travail qui sera de la boucherie en fait. Pourquoi? Normalement, on fait rentrer un avion dans un hangar. Dans le hangar, il y a des poutres qui font partie, on va dire, de la structure du hangar. Sur ces poutres, il y a des treuils avec des chaînes. Donc le réacteur est accroché à la chaîne est mise sous tension. Puis après, le réacteur est démonté. Et quand il est démonté, quand il est séparé de l'avion, il reste flottant à cause par la chaîne. D'accord? Donc après ils vont utiliser un chariot élévateur, une fourche. Donc il va arriver sous le réacteur, ils vont pousser dessus avec les fourches. Il y a un conducteur avec ses manettes, il regarde, lui, il a un indicateur de pression d'huile, donc il essaye de ne pas y aller trop fort. Il met la fourche dessous. Après, il y a des gars qui démontent, ils lui gueulent, ils disent oui, plus haut, plus bas, à gauche. Les fourches peuvent se déplacer à gauche, à droite, peuvent pencher vers l'avant, se pencher vers l'arrière, peuvent se soulever, baisser. C'est un chariot élévateur très performant, très compliqué. Il peut faire beaucoup de choses, mais très puissant. Donc, ils opèrent leur changement. Donc, ils retirent le réacteur, changent ses paliers, remettent le réacteur, reconnaître le tout, et au passage, ils endommagent les attaches du réacteur. Alors, chez la compétition, Continental Airlines, qui avait des DC-10 aussi, ils font la même chose. Ils utilisent un chariot élévateur. On va le dire comme ça, ils ont eu plus de chance. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils veulent replacer le réacteur, quand ils le poussent contre l'aile, l'opérateur du chariot élévateur, quand il tire sur sa manette,
le réacteur va se plaquer contre l'aile, et puis bam, ils entendent une explosion qui part un peu comme un coup de canon. Quand ils regardent, ils voient que la force qu'il a utilisée pour plaquer le réacteur contre l'aile était tellement élevée que finalement il a cassé les attaches au niveau de l'aile. Ils ont eu de la chance parce qu'ils n'ont pas eu de crash. Donc ils comprennent que la méthode est mauvaise, ils font les réparations qui s'imposent, mais ils ne vont pas en informer la FAA. Alors que normalement, un cas comme ça aurait dû remonter aux autorités de régulation, ce qui aurait permis de disséminer ce genre d'informations auprès des autres constructeurs ou des autres compagnies aériennes. Ils n'en feront rien, ils vont garder le silence parce que ils savent qu'ils opèrent un peu de manière qui n'est pas très réglementaire, donc ils préfèrent garder le silence. McDonnell Douglas reçoit un appel fin avril de la part de American Airlines. Ils lui décrivent la méthode qu'ils veulent utiliser. Les gars de McDonnell Douglas sont horrifiés, mais n'ont aucun moyen de contrôler. L'avion appartient à la compagnie aérienne. McDonnell Douglas n'a aucun droit de regard sur comment le client utilise son avion. C'est comme si moi, aujourd'hui, j'appelle le fabricant de cette voiture et je leur demande, je leur dis, je vais faire la vidange et je vais remplacer l'huile de moteur par l'huile d'olive. Ils vont me dire non. Mais ils ne peuvent pas m'en empêcher manu militari. C'est pareil la relation entre McDonnell Douglas et American Airlines. L'avion réparé, n'est-ce pas, d'American Airlines, après le changement des paliers, les réacteurs sont remontés, et puis l'avion revient en exploitation. 3 semaines plus tard, il est à Chicago. 271 personnes à son bord, membres d'équipage et passagers. Il doit aller à Los Angeles. Il s'aligne sur la piste 32R. Il est autorisé à décoller. Met les gaz. Il accélère le long de la piste. Au moment où il commence à se cabrer pour le décollage, au moment où la roue avant quitte le sol, le réacteur numéro 1, donc le réacteur qui est sous l'aile gauche, va se détacher. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que il se détache. Tout d'abord, la partie arrière se détache. C'est le boulon arrière, n'est-ce pas, du pylône qui a été cassé, qui a été fissuré lors de l'installation. Donc, c'est celui-là qui se casse. Ça permet au réacteur de pivoter sur l'attache avant jusqu'à ce qu'il soit presque à la verticale, le réacteur, regarde vers le haut. Il casse à ce moment-là les attaches avant. Il passe par-dessus l'aile et il tombe sur la piste et il roule et il finit dans l'herbe. Au passage, il arrache 1 mètre de la partie avant de l'aile, ce qu'on appelle les slats. Alors les slats, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle sur l'aile, si vous regardez l'aile en croisière dans un avion, si vous voyez un avion à l'atterrissage ou au décollage, l'aile n'a pas la même forme. L'aile, en soufflerie, est optimisée pour voler aux altitudes de croisière. C'est là où l'avion passe la plus grande partie de son temps. Quand l'avion doit décoller ou atterrir, il doit le faire lentement. L'aile n'est pas optimisée pour le vol lent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle va changer sa structure aérodynamique pour qu'elle puisse voler aux basses vitesses. 2 choses arrivent principalement, si vous regardez un avion de ligne. À l'avant, il y a ce qu'on appelle des becs de bord d'attaque qui sortent et qui descendent. À l'arrière, vous avez ce qu'on appelle des volets qui sortent aussi et qui descendent, les deux augmentent la courbure de l'aile et font qu'elle peut voler à une haute incidence, en particulier les slats sont très importants, font qu'elle peut voler à haute incidence sans décrocher. Alors, le réacteur, en passant par-dessus l'aile, tape sur les slats, en arrache 1 mètre. C'est pas critique 1 mètre. Mais un autre problème. En arrachant ce morceau de structure, il arrache aussi les tubes de pression hydraulique. L'huile se déverse et les slats sur l'aile vont se refermer. Voilà, ils vont se refermer. Pour ceux qui ont peur de l'avion, ceci n'arriverait pas aujourd'hui parce que sur le circuit hydraulique, il y a des valves spéciales qui, lorsqu'une partie, si un tuyau est déchiré, donc c'est des valves placées régulièrement le long des tubes, si un tube est déchiré quelque part, ce n'est pas tout le circuit hydraulique qui va se déverser par terre. Il y aura un peu d'huile qui va sortir jusqu'à ce que une valve détecte la baisse de pression dans cette partie-là et elle va se fermer. Et donc il y a un peu d'huile qui va sortir et le reste du circuit fonctionnera normalement. Bon.
L'avion décolle, atteint au plus haut de sa trajectoire, il va atteindre 350 pieds. Maintenant, il y a un autre problème qu'il faut rajouter là-dedans. Un avion de ligne qui perd un moteur, quand on pense à un avion de ligne qui perd un moteur, on ne pense pas, en général, qu'il le perde littéralement. On pense que le moteur est tombé en panne. D'ailleurs, c'est ce que les pilotes ont cru. Ils accélèrent, ils voient soudainement, ils entendent une alarme, ils voient tous les paramètres du moteur numéro 1 qui partent vers 0. Ils pensent à une panne moteur. Ils ne pensent pas que le moteur est tombé. Ils ne peuvent pas le voir du cockpit. Ils pensent que le moteur s'est arrêté. Voilà ce qu'ils pensent. Donc, ils vont suivre une procédure de panne moteur. Alors, cette procédure, chez American Airlines, disait qu'il fallait monter à une vitesse qu'on appelle V2. C'est une vitesse qui est atteinte juste après le décollage. Maintenant, j'expliquerai dans d'autres vidéos les différentes vitesses, mais c'est des définitions qui peuvent être extrêmement barbantes. Disant que la vitesse V2, c'est la vitesse qui permet de monter en sécurité sur un moteur. Ou avec un moteur en panne. Parce que dans ce cas-là, l'avion avait 2 moteurs fonctionnels. Il en a 3 en tout, le DC-10. Le pilote, quand il a décollé, il a fait sa rotation, donc il a cabré l'avion très lentement, à peu près 1,5 degré par seconde, alors que les constructeurs d'avions recommandent de 3 à 4 degrés par seconde. Boeing explique que pour chaque degré par seconde de retard, sur cette vitesse-là idéale de 3 à 4, sur chaque degré de retard, l'avion prend à peu près 5 nœuds de vitesse, 5 extra nœuds de vitesse. Donc, ce que je cherche à vous dire avec tout ça, c'est que l'avion, quand il s'arrache du sol et commence à monter, il avait un excédent de vitesse. Ce qui est excellent pour cet avion-là. Sachant que l'aile gauche a été détruite sur une partie et qu'elle a cette propension à décrocher facilement. Donc le fait qu'il a une extra vitesse permet aux pilotes de monter, de continuer leur montée et de garder l'avion sous contrôle. Ok. Donc, ils avaient tout pour réussir. Ils avaient tout pour entrer à la maison ce jour-là. Ça signifie que si le pilote avait continué ce qu'il faisait, l'avion aurait monté, aurait continué à monter, pas aussi fortement que s'il avait tous ses moteurs en marche, mais il aurait monté plus lentement. De toute façon, la région de Chicago, c'est plat. Il n'y avait pas de montagne ou de falaise ou autre qui exigeait de prendre des précautions particulières. C'était le jour, la visite est parfaite, donc s'il y a un obstacle, ils auraient pu le voir. L'avion aurait pu continuer à monter, faire demi-tour et venir atterrir. Là, le gars qui est aux commandes décide de faire la chose suivante. Il décide d'appliquer la checklist compagnie. Or, la checklist compagnie disait à monter à V2. Sauf que la checklist de la compagnie, il y avait, au départ, il y avait un texte qui disait attention de ne pas respecter cette checklist à la lettre, que c'est vraiment un consensus, que des professionnels du métier, que vous devez faire attention à la réalité de ce que vous avez face à vous. Il y avait un texte. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de ralentir. Donc, il va suivre, il va vouloir aller vers la checklist, mais comme la checklist exige de monter à une vitesse et que lui a déjà dépassé cette vitesse, il va faire quoi? Il va vouloir revenir à cette vitesse. Vous voyez le truc? Pour revenir à cette vitesse, il doit ralentir. Pour ralentir, il doit tirer sur le manche. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à tirer sur le manche. Il va vers 14 degrés de cabré. Et l'avion commence à ralentir doucement. Il commence à ralentir de 1 nœud, l'équivalent d'1 nœud par seconde. L'avion commence à ralentir, la vitesse revient en arrière. Et alors, au fur et à mesure qu'il perd de la vitesse, l'aile gauche commence doucement à perdre de la portance. Bien plus que l'aile droite, qui est normale, elle. À un moment donné, il passe en dessous de 169 nœuds qui correspondent à la vitesse de décrochage de l'aile gauche. Les ailes en flèche, comme celles des avions de ligne, décrochent de l'extérieur puis elles vont vers l'intérieur. Donc l'onde de décrochage n'est pas brutale, elle est progressive. Ça commence vers dehors et après ça va venir à l'intérieur. L'avion commence doucement, alors qu'il passe les 350 pieds, l'avion commence à s'incliner vers la gauche. Ok, commence à s'incliner. 4 degrés par seconde au départ.
Que fait le pilote qui est aux commandes? Il prend le manche et il va tourner le manche vers la droite. Plus il tourne le manche vers la droite, plus l'aile s'enfonce vers la gauche. Il n'a quasiment plus de contrôle latéral. Et il fait quoi en même temps? Il continue à tirer sur le manche parce qu'il sent l'avion s'enfoncer, donc il fait quoi? Il tire sur le manche jusqu'au buté. C'est très moche ça. Assez rapidement, il se retrouve avec ce régime-là, manche complètement tirée, complètement à droite. Il va se retrouver où? Il va se retrouver sur la tranche. L'avion arrive à 90 degrés, dépasse même vers 112 degrés, et à ce moment-là, commence à aller vers le sol. Donc, incliné au-delà de la verticale, et il commence à aller vers le sol. À ce moment-là, les forces de portance sont vers le bas, et commencent à traîner l'avion irrésistiblement vers la terre. L'avion s'écrase, l'aile gauche touche le sol en premier, et puis tout le reste suit. Il tombe sur une zone de caravane, de garage et tout ça. Il va tuer 2 personnes au sol, plus 2 personnes gravement blessées. Ça fait que le bilan est de 271 morts dans l'avion, plus 2 morts au sol. C'est l'accident le plus grave qui a jamais eu lieu sur le territoire des États-Unis. Dans les jours qui viennent, c'est le 25 mai 1979, dans les jours qui viennent, la FAA va retirer le certificat de navigabilité au DC-10. Et même quelques jours plus tard, ils confirment en disant qu'ils ne veulent aucun DC-10 dans le ciel américain. Ils interdisent totalement de vol le DC-10. À ce moment-là, ils avaient signé son arrêt de mort de cet avion-là, parce qu'il n'y a aucun avion qui revient. Le Concorde était là, par exemple. Il a perdu son certificat de navigabilité. Il n'en est jamais vraiment revenu, en fait. Une fois que le certificat de navigabilité est perdu, l'impact sur l'avion est juste trop fort. Et en fait, en juin, l'avion était cloué au sol. Après discussion avec McDonnell Douglas, etc., qui propose un certain nombre de changements et tout ça. Le vendredi 13 juillet 1979, le certificat de navigabilité du DC-10 s'est rétabli, mais la confiance était rompue. C'était fini pour cet avion. La Continental Airlines a été condamnée à $100 000 d'amende. La American Airlines a été condamnée à $500 000 d'amende, mais elle a reçu de son assurance le prix de l'avion plus 25 millions de dollars par-dessus. Donc quelque part, financièrement, c'était pas complètement une perte. Voilà. L'appareil qui a été utilisé, donc le chariot élévateur qui a été utilisé pour changer l'avion avait un problème. Ils ont découvert que pour changer le réacteur, ils ont découvert qu'il avait une valve hydraulique qui fuyait, de sorte que quand il était censé soutenir le réacteur, il perdait en fait 2,5 cm de course par demi-heure. Donc toutes les demi-heures, il baissait de 2,5 cm. De sorte que le réacteur qui était en train d'être démonté et qui était partiellement accroché parce qu'une partie des attaches était retirée, était en train d'être doucement abaissé, et donc une charge excessive était placée sur les boulons restants. La FAA et le NTSB c'est le bureau d'enquête accident américain, ont fait des tests en simulateur avec des pilotes. La majorité des pilotes ont écrasé l'avion dans les mêmes conditions que celui de l'American Airlines 191. Il y a quelques pilotes qui ont sauvé l'avion, et en fait, ces pilotes-là, ils avaient gardé leur réflexe d'aéroclub, en fait. C'est tout simplement, quand ils ont senti, ils avaient ce réflexe que les bons aéroclubs développent chez leurs pilotes, au moment où le pilote sent que l'avion n'est pas en train de lui obéir, on a un avion qui est lent, qui est cabré, et le pilote sent qu'il part dans la mauvaise direction, qu'il donne un coup d'aileron vers la droite et que l'avion s'enfonce, ils ont eu ce réflexe de pousser sur le manche. En poussant sur le manche, ils abaissent donc l'incidence de l'avion, ils abaissent l'assiette en fait, pour commencer. L'incidence de l'aile va baisser, l'avion va prendre de la vitesse, et immédiatement, le contrôle s'améliore aux commandes. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à monter plus rapidement, en termes de vitesse, donc ils ont pris une vitesse plus élevée, et puis ils ont fait demi-tour, ils ont réussi à revenir atterrir. Mais ils ont
l'altitude qu'ils ont prise était bien sûr plus faible. Donc ils ont préféré, ces pilotes-là, ont préféré privilégier la vitesse au gain d'altitude. De toute façon, dans une région comme l'aéroport de Chicago, c'est pas un problème parce qu'il fait jour, il n'y a pas d'obstacle, la terre est plate, enfin la terre est plate, le terrain autour est plat, n'est-ce pas? Et donc, très peu de pilotes en réalité ont réussi à sauver cet avion-là. Ceux qui ont pu le sauver étaient avertis, savaient ce qui s'était passé avec l'American Airlines 191. Donc, voilà mes amis. Et bien sûr, ces vidéos vont comporter des enseignements liés à l'aviation, mais c'est des enseignements qui sont applicables à de nombreux, ou en tout cas, à de nombreux corps de métier. On va retrouver la même équation là où on touche à l'ingénierie, là où on touche aux ponts et chaussées, là où on touche à des appareils qui ont un moteur, qui volent, ou à des appareils qui bougent, ou qui rampent, ou qui vont sous l'eau, qui vont sur l'eau. On va retrouver la même équation qui revient sans arrêt. Donc c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, parce que je sais que beaucoup de professionnels les regardent, y compris des professionnels de l'aviation, et je sais qu'il y a des enseignements très importants que il faut disséminer et partager, parce que il y va de la sécurité de tout le monde. Voilà mes amis, je vous laisse et puis je reviendrai une autre fois avec une autre vidéo. À bientôt.